Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour poursuivre cette belle aventure de la Rêve 2022 avec des invités exceptionnels qui ont accepté vos invitations pour ces 2 jours. Merci d'accueillir tout de suite une jolie séquence. On va parler ensemble de l'avenir des démocraties autour de notre modérateur Rémi Godot. Vos invités, Madame la Ministre Catherine Colonna, Thomas Gomard, David Jayes et Natacha Polony. Accueillez-les s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Cher Rémi, mesdames et messieurs, merci de nous offrir ces réflexions autour de l'avenir des démocraties. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans l'Assemblée, on va faire un peu de silence, s'il vous plaît, pour accueillir nos invités. Merci beaucoup. Merci Nicolas. On ne va pas perdre de temps car on a un sujet très très large en 1 heure à peine. Bonjour à tous. Qui aurait imaginé qu'un jour, le retour de la guerre en Europe, avec la chute du mur de Berlin, on pensait que le modèle de la démocratie s'imposerait partout, pour longtemps, et avec lui le primat de l'économie libérale. On se souvient de l'analyse de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Le monde a changé, les blocs sont revenus avec la crise sanitaire, avec la guerre en Ukraine. On assiste au grand retour du politique sur l'économie, au point que mercredi dernier encore, le président Macron a évoqué la fin de l'évidence. La fin de l'évidence en matière démocratique avec la montée en puissance des régimes libéraux et autoritaires sur fond de populisme. Alors bon, voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'avenir des démocraties au nom des peuples. Et comme le sujet est très très large, nous avons décidé de le cadrer en 3 points. Premier point, le diagnostic sur la crise démocratique. Deuxième point, l'analyse sur la capacité des démocraties à se défendre, à gagner la bataille. Et troisième point, enfin, comment redonner au peuple le goût de la démocratie. Et pour commencer, eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter Francis Fukuyama. Il n'a pas pu venir à Paris, mais Pierre de Villeneuve, journaliste à Europe 1, l'a interrogé hier soir depuis Los Angeles, dans les conditions du direct, comme on dit. Je vous propose pour commencer de l'écouter. Thank you for being with us, Francis Fukuyama, and it's a very big honor. Thank you so much for being with us from Los Angeles. How are you today? I'm very good. I'm really delighted to be able to talk to you, although I'm sorry I'm not in Paris personally. Francis Fukuyama, would you be ready to reconsider the title and the purpose of your book, The End of History? Not that to say that you were wrong, not at all, but to say that this year, in 2022, things have dramatically changed. Well, I think it's obvious that things are very different right now. For the last 15 or 16 years, we've been in a democratic recession in which there's been a rise of authoritarian states, a rise of populism within existing democracies, and then with the Russian invasion of Ukraine, we see that the use of force to change borders and to overthrow democracy or to push democracy back is a problem that we all have to deal with. And so the direction of world politics is going in a bad direction. Yeah, and you're one of the rare persons to think that Putin will fail, will lose the war, and maybe become a vassal of China. What makes you think so? Well, I don't have any better insight into the future than anyone else. However, it does seem to me that Putin, in a way, has already failed. He hoped to overthrow the democratically elected regime in Kyiv within 3 or 4 days. He obviously failed at that. They were forced to withdraw. They're currently stalemated despite the huge forces that Russia has brought to bear. And I think that the really important difference has to do with motivation. Tens of thousands of people have left Russia so that they wouldn't have to fight in the war, whereas hundreds of thousands of Ukrainians have returned to Ukraine precisely to be able to defend their country. And I think as a result of the fact that
Ukraine has basically democratic institutions. They're much smarter about fighting the war. They don't have this kind of rigid authoritarian command structure that the Russians do. And they've been supported, I think, most importantly, by NATO, by the United States and other Western democracies that have been giving them very substantial material support. So I do think that despite the disparity in the size of their armies and the size of their societies, Ukraine continues to have certain important advantages. You also say that all that Putin thought about Ukraine is wrong. Why is that? Well, Putin has a view that Ukraine is not legitimately a separate society. He thinks it's really part of Russia. He said very explicitly that the 1991 breakup of the Soviet Union was a great tragedy. The independence of Ukraine was a big mistake, and that is one that historically he is out there to correct. And I think that, so I have visited Ukraine many times over the last 8 years. And one thing that is very clear to me is that Ukraine is a separate society. They have their own national identity. They don't want to be part of a greater Russia. And I think the tenacity with which they're defending their sovereignty is a good indication of this. And Putin, I think, during the COVID epidemic, isolated himself. He really didn't talk to anybody apart from a very small group of advisors. And he certainly didn't talk to any Ukrainians. And as a result, I think he's made one of the biggest geopolitical blunders that I can think of in recent years. Let's speak about the consequences and, of course, about democracy itself. Mr. Fukuyama, Prime Minister Churchill, maybe you remember, said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried. In return, China has proved that people can live wealthy in a rich and expanding country. Is that sign precisely a bad sign, a dangerous sign? I think that the rise of China does pose a very serious challenge to democracy because they've managed to pull off a remarkable economic growth story. They've maintained stability up till now. However, I don't think that story is over. And I think their reaction to the COVID epidemic illustrates some of the weaknesses of that kind of authoritarian system. Xi Jinping, their leader, has been following a zero COVID strategy that in many ways is crazy at this point in the epidemic. And the only reason they're persisting in this, I think, is because Xi's personal prestige is wrapped up in maintaining a policy long after it's ceased to be useful. I think there are other weaknesses in the real estate market, in the overall debt situation of China that may prove to be a big vulnerability now that the growth rate of that country has come down very substantially. So I think we need to be vigilant, and I think that in the long run, China is going to be a huge geopolitical challenge to the West. But the model that it represents, just like the Russian model, I'm not sure is going to be a superior one in the long run. So the answer and the conclusion is to strengthen, to legitimize democracy. But see, people live kind of unequally, there is corruption. What is the key to strengthen and to legitimize democracy? Well, I think the answer is the same as it's always been. Democracies have to be able to deliver on the basic things that people want from it. They have to be represented. There has to be, adequate provision of basic services. Democracies need to produce economic growth, and many of them have been failing to do that, or rather, they've been failing to provide equitable economic growth. The kind of globalization that we've had over the last generation has produced a lot of inequalities around the world, and democracies need to act to correct some of those, to soften the effects of market competition.
I think that in the past, democracies have risen to that challenge, but I do think that many of the elites in existing democracies have grown a little bit complacent about the kinds of innovative policies they need to meet this challenge. I think there's another problem produced by technology, because the internet has served to undermine the belief that many people have in basic facts. And obviously, if they can't agree on basic facts, then they're not going to be able to deliberate in a democratic setting. And so this is another challenge that needs to be met. Thank you very much for this conversation, Mr. Fukuyama. Alors, Madame la ministre, je vais vous donner la parole. Francis Fukuyama parle de récession démocratique, et puis il dit que finalement les élites se sont reposées un peu sur leur laurier en ne répondant pas aux grands défis, en ne répondant pas aux besoins des populations. Vous partagez cette analyse? Alors tout d'abord, merci de votre invitation. C'est un plaisir, un honneur d'être là, un honneur particulier de devoir prendre la parole après le grand penseur qu'est Francis Fukuyama. Même si je dois vous avouer que par nature, sûrement par expérience encore plus, je me méfie un peu des vérités établies, d'autant qu'il se trouve qu'elles sont souvent changeantes. Il y a 30 ans, on nous expliquait que c'était la fin de l'histoire rideau, la démocratie avait gagné. Et maintenant, le thème qui est dans l'air du temps, c'est que les démocraties ont perdu. Mais néanmoins, merci de cette question. Je crois que c'est un vrai sujet, comme on dit. Bon, c'est évidemment plus nuancé que ça. Si on fait un constat, ce qui est sûr, c'est que les démocraties sont confrontées, ont toujours été confrontées, mais le sont plus violemment aujourd'hui, à de très nombreux défis. Elles sont même, je dirais, sous attaque, souvent. Elles sont confrontées à ce que certains appellent la brutalisation des rapports internationaux. Et évidemment, par nature, et je dirais que c'est heureux, les régimes démocratiques sont moins armés, moins préparés à réagir ou à entreprendre des formes brutales de rapport avec ses voisins. Mais on voit aussi, au-delà de ça, que sur tous les continents, dans de très nombreux pays en tout cas, on voit, et ça c'est autre chose, on voit un recul des espaces de liberté démocratique. Un recul ou des difficultés à faire progresser au minimum, et souvent un recul des espaces de liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, indépendance de la justice. On pourrait prendre des exemples, y compris en Europe. Je ne ferai aucune référence au Premier ministre d'un pays que vous venez d'entendre. Mais plus fondamentalement et plus gravement, parce que le phénomène ne s'arrête pas là, ce qui nous menace, c'est un véritable basculement. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, ceux qui ne partageaient pas nos valeurs démocratiques avaient tendance à faire de la résistance contre l'expansion de ces valeurs, à appuyer sur le frein, si je puis dire. C'est le refus de signer, je sais pas, le pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, ou le refus de consentir à certaines libertés, ou de ne les accorder qu'après de longues décennies de lutte. Et là, ce qui est intéressant et pour tout dire préoccupant, c'est que aujourd'hui, c'est plus sur le frein qu'ils appuient, c'est plus sur l'accélérateur, mais l'accélérateur de l'autre versant. Et certains États, il faut le dire clairement, je parle de certains États, sont passés à l'offensive de façon agressive, parfois avec des moyens économiques, parfois avec des moyens même militaires, et soutiennent activement, sous plusieurs latitudes, le recul des démocraties. Je pourrais prendre pas mal d'exemples, et songer au Mali et ce qui s'y passe. Moi, je n'ai pas besoin de développer beaucoup. Ou songer aux îles Salomon, pour prendre un exemple aussi, sans citer le nom du pays qui agit, mais que chacun comprendra. On le voit aussi chez nous, moins loin que les îles du Pacifique, avec les cyberattaques et avec, au sein de nos sociétés, le développement dans l'espace informationnel de propagande, de fake news, de manipulation de l'information. Il est évident que le numérique, malheureusement, facilite tout ça. L'univers numérique facilite ce type de manipulation. Alors, je voudrais dire qu'il faut faire très attention à une chose, qui est que ces discours hostiles
joue justement sur l'idée qu'il y a une crise de la démocratie pour amener à une crise de la démocratie. Cas typique de prophétie autoréalisatrice, comme diraient nos amis américains. Et ces attaques asymétriques, elles visent quoi en réalité? Elles visent à légitimer des modèles qui se présentent comme alternatifs, en affaiblissant le modèle démocratique, en prétendant qu'il est en faillite, en prétendant qu'il est inefficace, en prétendant parfois qu'il est non représentatif. Mais je vois que vous voulez dire quelque chose. Non, 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 allez-y, je vous en prie. Et je ne veux pas faire trop long parce que c'est pas mal qu'on débatte, mais laissez-moi le temps d'exprimer ma conviction qu'au contraire de cette idée qu'il tente à imposer insidieusement, ce sont les modèles démocratiques qui sont les plus efficaces et non pas les modèles autoritaires. On pourrait prendre une multitude d'exemples, mais je crois que l'Union soviétique s'est effondrée en grande partie par son incapacité à répondre aux besoins des populations dont parlait Fukuyama, par son inefficacité économique. On peut comparer l'évolution, le développement de la Corée du Nord et de la République de Corée. Là aussi, pour chercher moins loin et plus près de nous, avec des questionnements donc plus intimes, regardez ce qui se passait avec le Portugal sous Salazar ou avec l'Espagne sous Franco. Portugal et Espagne qui ont rejoint l'Union européenne, la communauté économique européenne à l'époque, avec la moitié de notre niveau de vie, respectivement 40% et 50%. Alors on va dire, et la Chine. La Chine est on en reparlera. Un modèle. Bon, il a répondu, c'est-à-dire que si on prend le prisme zéro Covid, donc je n'élaborerai pas plus, la Chine s'est pas mieux défendue ou mieux débrouillée que nous. Il y a un truc bizarre avec le micro ou avec moi, je ne sais pas. Donc, vraiment, ce que je voudrais transmettre, c'est qu'il faut arrêter avec... Là, ça marche nettement mieux, hein. Donc, il y avait un truc. Il faut arrêter ce discours de la supposée non-efficacité des démocraties, parce qu'il est extraordinairement pernicieux, dangereux, il ne faut pas l'intégrer, et l'histoire nous dit le contraire. Je vais vous redonner la parole. Je vous propose qu'on... Je vous en prie, c'est bon. C'est mon point principal. C'est vrai que les démocraties sont peut-être les systèmes les plus efficaces, mais elles sont en crise. Et en particulier, et là je m'adresse à David Jayes, sur le diagnostic, la grande séquence de libéralisation a percuté le fonctionnement des démocraties. D'abord, merci de votre invitation. Moi, je retiens ce que disait tout à l'heure le président Roux de Bézieux dans son discours sur le fait qu'on a longtemps pensé que démocratie et libéralisme allaient de pair. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Il y a une sorte de miracle. La démocratie libérale, c'est pas simplement des élections libres, c'est des élections libres et un état de droit, c'est-à-dire des juridictions indépendantes, une séparation des pouvoirs. Et le miracle de la démocratie libérale, c'est que les deux, c'est-à-dire la majorité choisit les politiques dont elle a envie, mais il existe des contre-pouvoirs, il existe un état de droit, et bien c'est que les deux puissent coexister. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on se réjouissait de la fin de l'histoire, bruyamment, en disant que la démocratie libérale triomphait partout dans le monde, eh bien c'est à ce moment précis que le libéralisme et la démocratie commençaient à divorcer. À la fin des années 70, nous vivons une période, les plus anciens s'en souviennent, nous vivons une période qui ressemble beaucoup à la nôtre. C'est une période de crise géopolitique, la guerre du Kippour, la révolution iranienne. C'est une période de crise énergétique avec une décision des pays exportateurs de pétrole qui aboutit à une multiplication par 4 des prix des hydrocarbures et des politiques de sobriété, de restriction qu'on a complètement oubliées depuis. Et c'est une période de très forte inflation. L'inflation galope avec des taux à 2 chiffres. Et à ce moment-là se développe une réflexion aux États-Unis, en Europe, sur l'idée que finalement, une partie des politiques publiques, maîtrise de l'inflation, politique monétaire, politique commerciale, doivent être isolées du chaudron de la démocratie, parce que la démocratie, elle est en proie à des revendications sociales, salariales, estudiantines, on est après mai 68. Et il y a des sociologues très sérieux comme Huntington, qui théorisera plus tard le clash des civilisations, comme Michel Crozier en France, qui disent il faut développer des politiques libérales non démocratiques et isoler en quelque sorte une partie de l'appareil de l'état de droit de la démocratie. Et ça va aboutir à tout un tas de choses, les accords commerciaux avec des tribunaux d'arbitrage indépendants, l'indépendance des banques centrales, la construction très technocratique de l'Europe, de la Commission européenne dans les années 1980-1990. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a un peu séparé libéralisme non démocratique et la contrepartie,
un rapport à la démocratie de plus en plus illibéral. Et vous voyez, la crise démocratique, je ne suis pas du tout d'accord avec Francis Fukuyama, elle ne date pas de 15 ans, c'était pas il y a 15 ans, c'est dès les années 80, on voit des taux d'abstention partout dans les démocraties occidentales qui augmentent, on voit un effondrement du nombre de militants dans les partis politiques, on voit une augmentation de la volatilité électorale, bref, on voit cette déconsolidation démocratique qui commence dès les années 1980. Et donc le grand enjeu, à mon sens, aujourd'hui, c'est d'arriver à reconnecter libéralisme et démocratie, et ça passe par une réhabilitation du rôle de la nation. Là, je pense que Natacha Polony, vous ne pouvez pas être en opposition à ce qui vient de se dire. Votre idée, c'est un peu que la culture démocratique est en train de disparaître en même temps que les classes moyennes sont laminées. Oui, parce que ça va avec. Et pour prolonger la réflexion de David Geiss, je voudrais d'abord préciser une chose. David vient de dire que la démocratie libérale, c'est cette rencontre entre les élections libres, l'état de droit qui permet des contre-pouvoirs. C'est tout à fait juste, mais ça n'est pas que cela, la démocratie. C'est-à-dire que nous avons un peu trop tendance à considérer qu'à partir du moment où il y a la liberté d'expression, l'état de droit et où des gens votent, alors on se satisfait qu'il n'y en ait que 50%, mais tout de même ils votent, ça suffit, c'est une démocratie, et du coup on va pouvoir donner des leçons à la terre entière. D'abord, il faut se souvenir des réflexions de Thucydide sur la démocratie. Quand Thucydide analyse la guerre du Péloponnèse, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle d'une démocratie, Athènes, qui se glorifie de son modèle, qui estime qu'en effet ses institutions sont les meilleures, et de fait, quand on les regarde, c'est tout de même un tout petit peu plus agréable que Sparte ou d'autres modèles, mais qui, dans sa politique étrangère, ne respecte pas ces règles démocratiques. Et je vous engage à relire le passage sur l'île de Mélos qui demande à préserver sa neutralité, et Athènes lui dit « on est soit avec nous, soit contre nous » et on rase Mélos. Bon, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a deux choses différentes. D'abord, la question des institutions démocratiques, comment elles fonctionnent et ce qu'elles signifient, et ensuite la question de savoir si ce modèle peut et doit s'étendre au reste du monde et de quelle manière. Sur la première question, eh bien, j'ajouterais que tout simplement la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la définition de base. Le problème est que, David l'a tout à fait bien expliqué, on a contourné cela. Pourquoi? Pour des raisons idéologiques, parce qu'il s'agissait, au tournant des années 1970-1980, de trouver un moyen de revenir plus ou moins sur certaines conquêtes sociales qui avaient été faites. C'est en fait le pacte politique et social de la libération qui a été petit à petit détricoté par des instances, il l'a très bien dit, non démocratiques. Et l'historien américain Christopher Lasch avait analysé cela dès 1994 dans son livre qui s'intitulait « La révolte des élites ». Et il parlait de la sécession des élites qui utilisaient cette mondialisation, c'est-à-dire cette dérégulation généralisée, qui utilisait la division mondiale du travail, c'est-à-dire la constitution de la Chine en usine du monde et des porte-containers se promenant sur l'ensemble de la planète, qui utilisait cela pour petit à petit, disons, revenir sur certaines conquêtes sociales. Or, la démocratie, c'est un pacte politique qui s'appuie sur l'émergence puis la consolidation des classes moyennes. Et cette dérégulation a eu pour conséquence de fragiliser et désormais de détruire les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux. Et c'est cela que nous sommes en train de vivre, parce que, du coup, la démocratie perd son soutien naturel, c'est-à-dire ceux à qui elle promet le progrès et la réussite par le mérite et non plus par la naissance. C'est tout cela qui est en train de se jouer. Nous allons venir ensuite sur la question internationale, bien sûr, sur la question de savoir si les modèles démocratiques peuvent être portés ailleurs et de quelle manière. Mais il serait déjà temps de se demander si réellement nous faisons vivre la démocratie. La démocratie, c'est une culture de la part des élites, mais pour cela, elles doivent sentir qu'elles ont les mêmes intérêts objectifs que les gens qui, eux, sont assignés à résidence, c'est-à-dire que le petit patron de PME, le petit employé, eux, ils ne peuvent pas se déterritorialiser, ils ne peuvent pas, ils ont les intérêts qui sont ceux de leur communauté nationale. D'autres, les élites dont parlait Christopher Lasch,
ont finalement les mêmes intérêts que les élites des autres pays. Et c'est pour cela que David concluait sur la nation, et je pense en effet que la nation est le cadre de l'expression de la démocratie pour l'instant, ça changera peut-être, et nous sommes en train de construire une Union européenne dont on peut espérer qu'elle va réellement être ce cadre démocratique, mais pour l'instant, la question est de savoir comment on fait pour que la volonté du peuple et l'état de droit puissent aboutir à répondre à cette promesse de la démocratie. Thomas Gomard, on voit bien qu'il y a au sein de l'Europe une lutte des tensions, du moins entre démocratie libérale et illibérale. Alors je tente un raccourci un peu provocateur, mais est-ce que les démocraties illibérales ont fait le bon diagnostic, mais en apportant les mauvaises réponses? Avant de parler des démocraties libérales, je pense qu'il faut se replacer remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que ce qu'on a connu comme évolution démocratique en Europe, vous l'avez rappelé, c'est la chute du mur de Berlin et ses conséquences, c'est-à-dire l'addition de l'économie de marché et de la démocratie. Ça, c'est novembre 1989, et c'est ce qu'on pourrait résumer par l'esprit de Berlin. C'est-à-dire, au fond, un esprit qui souffle sur la mondialisation, qui lui donne le cours heureux que nous avons les uns et les autres décrit pendant des années. Mais on a peut-être oublié qu'avant la chute du mur de Berlin, en juin 1989, il y a eu la répression de Tiananmen. Et je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas l'esprit de Pékin qui est en train de souffler sur la mondialisation et lui donner le cours que l'on connaît. Au fond, ce qui s'est passé depuis 1989, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est probablement une Chine qui double son PIB. Et donc ça pose aussi la question, à mon avis, très embarrassante pour nous, de savoir dans quelle mesure il y a un lien entre démocratie et pays riches. Et il y a un lien entre démocratie et efficacité, comme on l'a dit. Alors, pour vous répondre sur l'aspect illibéral, David Jayes a insisté à juste titre sur la séparation des pouvoirs qui caractérise une démocratie. Moi, j'insisterai sur un autre point assez rarement évoqué et qui me semble décisif, ce sont les relations civilo-militaires, c'est-à-dire cette idée de qui garde les gardes. Et je l'évoque pour vous répondre parce que fondamentalement, la question que les démocraties libérales et que nous devons nous poser, à la suite des discours que nous avons entendus avant cette session, c'est le rapport et l'évolution que le cadre démocratique va connaître avec le retour de la guerre en Europe. Or, là, si on regarde les principales démocraties libérales que vous n'avez pas nommées par politesse, mais que nous avons en tête, on a deux cas de figure très différents en Europe. On a un cas de figure, celui de la Hongrie, qui fait une sorte de choix de Moscou, et on a un cas de figure, celui de la Pologne, qui explique qu'il y a un déficit démocratique au sein de l'Union européenne. Je fais référence à la tribune du Premier ministre polonais du mois d'août, qui parle d'une sorte d'oligarchie de fait franco-allemand en Allemagne et qui invite à une sorte d'examen de conscience européen dans la lecture que nous avons pu faire de l'évolution d'un pays comme la Russie. Donc pour vous répondre, je pense que ce que nous posent comme question les démocraties libérales, c'est davantage le rapport à la guerre et le rapport à entretenir dans les années qui viennent avec la Russie. Il sera très différent dans les deux cas que je viens d'évoquer. Alors, si nous parlons maintenant de la capacité de l'Europe à réagir, Geoffroy Roux de Bézieux a rappelé cette fameuse interview de Vladimir Poutine dans le Financial Times où il déclarait l'idée libérale obsolète et où il ajoutait d'ailleurs elle est obsolète parce qu'elle est en conflit avec les intérêts de l'immense majorité de la population. C'est vrai qu'il y a clairement une concurrence. Catherine Colonna, dans le contexte actuel de crise, et on peut mettre un S à crise, est-ce que l'Europe a les moyens de défendre son modèle en restant unis et en gagnant en autonomie? J'espère que cette fois-ci, ça va marcher, mais j'entends que oui. Toutes mes excuses à celles et ceux qui n'ont rien entendu, mais soyez assurés que moi-même, je ne m'entendais pas. Donc, nous étions ensemble dans ce malheur. Une petite réaction, mais je vais m'efforcer de répondre, une petite réaction à quelque chose que j'ai entendu et qui me fait un peu tiquer. C'est-à-dire qu'il me semble que dans un cas comme dans l'autre, votre approche du malaise de la démocratie, j'aime pas tellement parler de crise, elle est trop économique. C'est-à-dire que oui, il y a eu les années 80, Wall Street, tout ce qu'on veut, le tout économique, qui segmentait la démocratie, qui pensait qu'elle pouvait passer par ce segment-là. De même, l'approche par les difficultés des classes moyennes me semble également insuffisante. Vraie, mais insuffisante à expliquer les difficultés que certains se retrouvaient dans un modèle démocratique. Parce que
la démocratie, ça ne peut pas être segmenté. Par définition, c'est holistique, c'est un produit. C'est se sentir tous ensemble représentés, pris en compte, trouver dans le système que l'on élit, parce qu'il y a une représentativité, c'est pas juste flat, hein, plat, trouver la prise en compte de ces aspirations. Je crois que la segmentation, y compris par l'économie, elle est juste, mais elle passe à côté d'une partie du problème. Et le problème que nous vivons aujourd'hui, pas depuis les années 80, mais depuis quelques années, beaucoup plus récemment, il est d'abord idéologique et politique. Et je le répète, les démocraties sont sous attaque. Alors, à part ça, l'Europe, est-ce qu'elle a les moyens de se défendre? Elle a le devoir de se défendre. Elle en a, je pense, les moyens. Il faut évidemment continuer la construction européenne. Parce que quand on renforce l'Europe, on renforce notre indépendance dans un monde globalisé, on renforce notre capacité à se défendre. Et je voudrais qu'on n'oublie pas aussi que les valeurs de l'Europe sont démocratiques. L'Europe est un ensemble démocratique. Son fonctionnement est démocratique, n'en déplaise à certains. Des gouvernements responsables devant leur Parlement, un Parlement européen élu au suffrage universel et co-législateur. Et les États qui la composent sont démocratiques. Mais plus fondamentalement encore, il faudrait avoir la bonne idée de se souvenir de la situation qui était celle du continent européen avant l'Europe. L'Europe avant l'Europe, si je veux dire, ça a existé. Ça a existé, c'était quoi? C'était une guerre à chaque génération, des destructions, des drames, des millions de morts, je devrais dire des dizaines de millions de morts, et même la tentative qui a failli réussir de l'annihilation de ce qui fait l'essence même de l'être humain, c'est-à-dire le contraire exact de la démocratie. Et donc oui, l'Europe en elle-même, pour imparfaite qu'elle soit, pourraient dire certains, a renforcé nos démocraties. Chez les anciens belligérants, c'est évident. Chez les Espagnols ou les Portugais dont je parlais tout à l'heure, en Grèce aussi, dans plus récemment les pays d'Europe centrale et orientale. Donc n'oublions pas cela et évitons de la mettre un peu trop vite dans le grand catalogue des bienfaits oubliés. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle fait parce que je vous ennuierai, mais l'Europe de la défense, elle a progressé, l'Europe des libertés aussi, la régulation du numérique, l'espace du marché intérieur qu'est l'Europe est une liberté qui nous permet de nous développer. Donc un petit couplet pro-européen, mais je crois que j'ai des arguments pour cela. La deuxième chose que je voudrais dire sur les moyens d'action de notre démocratie, c'est le cadre national. Et là, je rejoins une chose que certains ont dite, et ils ont raison, ce que disait Fukuyama aussi. Nous avons un devoir d'efficacité, évidemment. Nous avons la nécessité d'être plus efficaces, de mieux prendre en compte les aspirations de nos citoyens, tout en décidant à un moment donné, tout en pensant au long terme, ce que ne fait pas forcément la démocratie qui est non représentative. Et puis il y a tout le cadre d'action actuel, je pense que vous avez entendu la Première ministre, je n'y reviens pas. Enfin, parce que je n'oublie pas mes fonctions actuelles, sur la scène internationale, on doit, non pas se défendre, mais promouvoir un ordre international basé sur les règles, celui-là même qui est l'objet d'attaque. Je n'élabore pas, mais il est l'un de nos moyens d'action. Il faut faire davantage prendre conscience que nous avons, tous ensemble, êtres humains sur cette planète, des intérêts communs. Le climat, la santé, l'alimentation, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, je termine, mais je voudrais aussi dire que dans les moyens pour se défendre, il y a ce que j'appellerais un effort intérieur. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous, parcelle de la souveraineté nationale, doit faire sa part des choses. Et que si l'État, si les gouvernements doivent fournir le cadre de développement économique, social, de liberté, démocratique, en un mot, il ne faut pas oublier non plus de s'engager, de ne pas rechercher l'affrontement, d'éviter de tomber dans le panneau des fake news, d'éviter la polarisation. On ne le fait peut-être pas assez ou on ne le rappelle pas assez, donc j'ose le rappeler. Rabelais disait qu'il n'y a pas de science sans conscience. Je voudrais le paraphraser, dire qu'il n'y a pas de démocratie sans conscience. Très bien.
Thomas Gomard, Catherine Colonna a parlé des valeurs. Est-ce que le système des valeurs de l'Europe est un avantage ou est-ce que l'Europe finalement est contrainte de choisir son camp, de choisir de subir? Et puis ça pose la question, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais ça pose la question un peu taboue de la Chine. Est-ce qu'on peut réagir avec la Chine comme on a réagi avec la Russie? Et je pense entre autres aux entreprises. Ça, sans doute pas. Ce que montre la situation actuelle, c'est que la Russie n'est pas la Serbie et que la Chine n'est pas la Russie. Donc, je ne ferai pas des parallèles comme ceux que vous invitez à faire. En revanche, je pense que ce qui apparaît, c'est une inversion de dynamique, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde les choses depuis 89, on a l'impression que les démocraties sont effectivement sur la défensive et de plus en plus attaquées directement dans leur fonctionnement et dans leur raison d'être. Je note par exemple que la déclaration commune sino-russe du mois de février, les deux pays, la Chine et la Russie, se définissent comme des démocraties, comme des modèles démocratiques et fustigent ce que la diplomatie russe appelle les doubles standards. Bon. Tout ça, c'est effectivement, et je rejoindrai Catherine Colonna sur ce point, une construction idéologique. C'est-à-dire qu'on est face à un mouvement qui a été très construit intellectuellement, notamment en Russie, ou à la promotion de la démocratie des États-Unis, très poussée par l'administration Bush Junior. Le Kremlin a répondu par la démocratie souveraine, a inventé ce concept, et avec une idée assez rapidement exprimée, selon laquelle en fait l'Union européenne n'est pas viable. La lecture qui est faite par le Kremlin, c'est le rejet du traité constitutionnel de 2005 par les Pays-Bas et par la France, qui consiste à dire au fond, cette construction est fragile. Cette vision a été renforcée évidemment par le Brexit, ça a été renforcé ensuite par l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il faut se replacer dans le contexte de 1989, quand Fukuyama a écrit son livre. On a des États-Unis triomphants, on parle à ce moment-là d'hyperpuissance. Et aujourd'hui, on a eu en janvier 2021 le Capitole. Je pense qu'on sous-estime le traumatisme que représente le Capitole pour les États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire un procès contre un chef d'État et une impression presque d'instabilité institutionnelle aux États-Unis, alors même que c'était présenté comme le cas d'exemple au fond de stabilité institutionnelle. Donc pour l'Europe, dans ces conditions, il y a quand même une très grande difficulté, en dépit de tous les efforts effectivement et de tous les progrès patiemment accomplis. Il y a une prise de conscience avec la guerre, c'est-à-dire que fondamentalement la question que nous devons nous poser, c'est quelle aurait été l'attitude des Européens si les États-Unis n'avaient pas soutenu militairement aussi massivement les Ukrainiens. Je crains que la réponse aurait été probablement de laisser les Ukrainiens à leur sort. Et ça renvoie, à mon avis, les Européens face à une question très délicate qui est cette troisième voie que tout le monde espère, mais en même temps une nécessité d'être capable d'assurer leur sécurité par eux-mêmes. Ils en sont partiellement capables aujourd'hui. Cette troisième voie, vous y croyez, Natacha Polony? Votre idée, c'est que les démocraties ne forment pas un bloc. Il peut y avoir des différences et des intérêts même divergents entre démocraties. Je reviens d'abord d'un mot sur la question de savoir si le prisme économique est le bon ou pas, parce que vous allez voir, c'est tout à fait lié. C'est-à-dire qu'il faut tout de même comprendre que la fragilisation de nos démocraties que nous voyons aujourd'hui ne vient pas de l'extérieur. Madame la ministre, vous disiez les démocraties sont sous attaque. Certes, mais ce que nous constatons, et vous avez prononcé le mot l'un et l'autre tout à l'heure, ce que nous constatons, c'est un problème de souveraineté, d'indépendance, de capacité à nous défendre. Et ça nécessite d'avoir les armes pour se défendre, les outils. Et la désindustrialisation massive qu'a connue la France à partir des années 1980 l'a privée des armes qui lui auraient permis d'exercer sa souveraineté et donc d'exercer la souveraineté du peuple. Tout simplement. Et je pense que quand on regarde les choix qui ont été faits, il y a eu des choix des élites politiques économiques qui ont abouti à cela. Parce que si on compare par exemple avec l'Allemagne, on s'aperçoit que c'est bien une décision de financiarisation du capitalisme, un abandon du capitalisme patrimonial, du capitalisme familial au profit d'une inflation du secteur financier, du secteur bancaire et d'une dérégulation généralisée qui a abouti à ça. Or, de fait, si on relit la Constitution française, on s'aperçoit que la démocratie
selon les mots de la Constitution de 1958, se confond en fait avec la souveraineté nationale. C'est dans la définition même. Être souverain, c'est pouvoir décider de son destin. C'est ça, la démocratie. C'est de défendre la souveraineté, la capacité à décider en commun de notre destin. Ça ne peut se faire que quand on peut être indépendant. Et la véritable indépendance qui nous protégera contre des empires qui sont belliqueux, chacun à leur manière, la Russie, la Chine, cette véritable indépendance, elle ne passe pas par la ruine des pays européens au nom de sanctions, au nom d'un alignement sur la politique américaine. Elle passe par le fait de s'armer en défendant son industrie, en défendant notamment son industrie de défense, et c'est cela qui nous rendra forts et qui nous permettra d'imposer, disons, de faire exister notre modèle face à ce contexte de choc des empires. Parce que l'autre problème, c'est que ce choc des empires que l'on voit se mettre en place depuis 1989, qui en fait s'est recomposé extrêmement rapidement sous une autre forme, avec la montée en puissance de la Chine et avec une Russie qui, après avoir été totalement détruite, s'est cristallisée autour du fantasme de la renaissance de son empire. C'est qu'en face, la question de savoir si nous défendons un ordre national, international apaisé, comme vous le disiez, se pose. Quand les États-Unis imposent l'extraterritorialité de leurs droits, quand les États-Unis expliquent aux entreprises françaises qu'elles doivent quitter l'Iran parce que ils ont décidé de rompre l'accord sur le nucléaire et que donc toute entreprise européenne qui ira investir en Iran sera sous sanction, est-ce que c'est un ordre international apaisé? C'est cela la question que nous devons nous poser. Nous devons être unis face à l'agression qu'a menée Vladimir Poutine contre l'Ukraine, mais unis, ça veut dire aussi en défendant des valeurs qui sont celles des pays européens et qui passent par la force de l'Europe, l'indépendance de l'Europe. Je me réjouis que les mots d'indépendance, de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique aient ressurgi dans le débat. Il faut se souvenir que c'était des mots tabous pendant 30 ans. Merci, il nous reste un quart d'heure, donc il faut peut-être un peu accélérer. David, un petit mot sur finalement, oui. Est-ce que l'Europe est assez politique? Alors, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Natacha, sans surprise. Je pense que le projet européen s'est un peu perdu en cours de route, parce que quand on lit les verbatims de Gaulle par Perfit, on voit bien qu'il y avait une vision très politique, c'est-à-dire ce petit Finistère de l'Asie qu'est l'Europe, assurer son indépendance face à ces deux géants qui étaient l'URSS et les États-Unis, assurer la défense de nos valeurs, c'est-à-dire l'économie sociale de marché, la démocratie libérale, l'indépendance nationale, ça supposait une union économique. La politique agricole commune, le marché commun, tout ça, c'est des formidables réussites. Et aujourd'hui encore, le marché unique, c'est une formidable réussite. 500 millions de consommateurs, ça peut être un levier géopolitique très fort. Sauf que dans les années 80-90, on a focalisé la construction européenne sur, au fond, une union de juges et de technocrates, c'est-à-dire la concurrence libre et non faussée, la politique monétaire indépendante, le libre-échange. Tout ça, c'est très bien, mais au service de quel projet politique? Et je vais même aller plus loin. Derrière, le modèle qu'il y avait en sous-main et qui permettait à cette Europe technocratique de se développer, c'était la guerre, ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, c'est très loin. Et si jamais il y a un pépin, c'est les États-Unis et l'OTAN qui vont assurer notre sécurité. Et beaucoup de pays européens ne consentaient même pas les 2% du PIB en défense nationale qui sont pourtant prévus par l'Alliance Atlantique. Et c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Donc c'était ça. Deuxièmement, on importe des hydrocarbures et de l'énergie à bas coût parce qu'il y avait cette illusion de l'abondance énergétique, et en particulier du gaz russe. Suivez mon regard. Donc on avait des coûts de production qui étaient faibles grâce à l'abondance des hydrocarbures venus du Golfe ou du gaz russe. Troisièmement, on exportait des bagnoles ou des machines-outils à des pays en développement qui avaient des marchés intérieurs et des classes moyennes très fortes. Et la patatras, en 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce modèle, tout cet édifice s'est effondré comme un château de cartes. Je dis bien en 6 ans. Élection de Donald Trump en 2016, l'alliance transatlantique n'est plus aussi évidente et il n'est plus certain que les États-Unis, même avec Joe Biden, aient autant envie d'assurer notre sécurité. Donc la question de l'Europe de la défense. Deuxièmement, le Covid 2020, rupture des chaînes d'approvisionnement, un confinement d'une ampleur jamais vue en Chine. Et là, on découvre qu'on a des dépendances et qu'on ne peut pas éternellement compter sur les autres pour nos chaînes de valeur. 2022, l'événement peut-être le plus important, la guerre en Ukraine, la crise gazière et l'explosion des prix de l'énergie qui nous attend. Donc tout le modèle, si j'ose dire,
qui sous-tendait cette Europe technocratique est en train de s'effondrer. Voulons-nous rester encore les idiots du village global? Voulons-nous rester, comme le disait le ministre allemand Sigmar Gabriel, des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores? Non, il faut se réarmer. Et se réarmer, ça veut dire une Europe de la défense, une Europe industrielle, une Europe de la technologie et, je le dis haut et fort, une Europe des nations, parce que l'Europe sans les nations, ça n'existe pas. Parfait. Alors, il nous reste 10 minutes, donc je vais vous demander pour la troisième partie d'être encore plus percutant que jusqu'à présent, parce que là, on va parler de la solution, comment redonner le goût de la démocratie au peuple. Hein, c'est dans le titre de cette conférence, en sachant qu'il y a un Français sur deux qui considère que la démocratie fonctionne mal en France et qu'il y a un nombre toujours plus important de Français qui disent qu'ils se laisseraient tenter par un régime autoritaire. Natacha Polony, vous parlez des élites qui ont trahi la promesse démocratique. Alors, en 3 minutes, comment réparer ? En 3 minutes, j'insisterai sur ce qui me semble le plus fondamental. Je disais tout à l'heure que la promesse démocratique, c'est le progrès et la méritocratie. Progrès qu'il faut redéfinir évidemment à l'aune de tout ce que l'on sait sur le réchauffement climatique. Et dans ces cas-là, je pense que peut-être la réflexion de George Orwell me semble assez saine. Quand on me présente un progrès, je me demande d'abord s'il nous rend plus humains ou moins humains. Ça me semble la base. Et c'est là-dessus qu'on peut construire un consensus social. Deuxième chose, la méritocratie, nous voyons tous qu'elle est détruite en France. Or, elle est le fondement de cette promesse démocratique. C'est-à-dire que l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est celui-ci: les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est extrêmement violent comme phrase, c'est révolutionnaire. Pour autant, ça ne peut fonctionner que si justement on promet à chacun qu'il réussira, qu'il appartiendra à ceux qui vont décider, aux élites, en fonction de son travail et de son mérite. Et là, vous comprenez que je veux vous parler de l'état de l'école. C'est une catastrophe absolue. Et nous parlions du fait que l'Europe et la France doivent se réarmer. Le premier réarmement, c'est par l'éducation qui nourrit ensuite la recherche, qui permet de produire des ingénieurs, qui permet d'être créatif et donc de conquérir. Or, nous voyons le niveau des élèves français s'effondrer. Il y a donc une urgence tragique. Je suis ravie qu'on mette 500 millions dans un fonds d'innovation pédagogique. Les fonds d'innovation pédagogique, ça fait très très longtemps qu'on en fait pour inventer des projets fumeux. La question est de savoir à quel moment on redonne une culture classique, une culture mathématique et scientifique aux élèves français. Je ne citerai que tous ces professeurs qui ont été épatés par le niveau des petits Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens en mathématiques. Je viens ensuite à mon point suivant, réapprendre la culture de la production. Ça passe bien sûr par les entreprises et par l'éducation nationale. Le plaisir de produire, de faire par soi-même. Nous avons abandonné cela au profit d'une culture du consumérisme. Et c'est cela aussi qui nous empêche aujourd'hui d'avoir cette créativité, cette richesse qui nous permettra tout simplement de ne pas nous faire bouffer. Donc je conclus là parce que nous avons très très peu de temps, mais je pense que c'est le début d'un programme. Alors, David, vous avez une formule assez cash. Vous dites que pour éviter la lame de fond du populisme politique, il faut un peu de populisme économique. Alors ça veut dire quoi ? Alors il faut... Je vais essayer de me faire comprendre. Ça ne veut pas dire ce qu'a fait Donald Trump pendant 4 ans ou ce qu'on a vu avec Boris Johnson. Encore qu'il y avait, ça vous surprendra peut-être dans ma bouche, mais chez Boris Johnson, des éléments de compréhension intéressants. Effectivement, les 40 ans de mondialisation de libre-échange absolu ont eu des conséquences assez dramatiques sur certains territoires, sur certains groupes sociaux. Regardez aux États-Unis, là où on fabriquait des voitures de General Motors, il y a des rues entières où les maisons, les fenêtres sont fermées par des planches, il y a des villes qui ont fait faillite. En France, on n'a pas eu une désindustrialisation qui s'est payée de conséquences aussi douloureuses parce que c'est l'État qui a joué le rôle de cataplasme. On a détruit 3 millions d'emplois industriels
on a compensé par 1 million d'emplois publics et par de la dépense publique. Mais franchement, la dépense publique, ça ne suffit pas à redonner une dignité. Et là, je rejoins ce que disait Natacha, la clé, c'est la production. C'est la bataille de la production. Et nous sommes dans un moment qui est absolument crucial sur le plan géopolitique, sur le plan énergétique, et bien sûr face au plus grand défi de notre époque, qui est la crise climatique. On a une opportunité en or de reconstruire un véritable appareil industriel. Moi, je veux livrer un plaidoyer pour l'industrie parce qu'on a des savoir-faire, on a des ingénieurs, on a des groupes français de dimension internationale, on a des territoires riches, on a tout dans ce pays. Ce qui nous manque, c'est la volonté et le projet, parce que la bataille pour l'industrie, c'est pas juste des normes, c'est pas juste des taxes. Bien sûr qu'il faut une fiscalité maîtrisée, bien sûr qu'il faut un environnement normatif prévisible, mais la clé, c'est une mobilisation générale et nationale. Ce pays peut faire de l'agriculture de précision, peut faire de l'éco-construction, peut faire des routes intelligentes, peut faire de la smart city, il peut faire de la révolution énergétique, le nucléaire, les énergies renouvelables. Il y a des dizaines de secteurs d'excellence en France. Il faut qu'on mène cette bataille pour l'industrie, parce que l'industrie, c'est pas juste un secteur économique, c'est les classes moyennes, c'est la stabilité de la démocratie, c'est l'égalité des territoires, c'est ce qui fait que la démocratie peut continuer. Battons-nous pour l'industrie, on a tous les atouts en main. Ce qui nous manque, c'est un projet et une volonté collective d'y arriver. Alors, Thomas, avant de donner la parole à Madame la Ministre pour la conclusion, Thomas, la bataille de la production, aujourd'hui, elle est face au mur de l'énergie. Il y a un lien entre énergie et démocratie. Expliquez-nous. Ça, c'est évident, mais on est face à une inversion de notre modèle énergétique. Ça a été dit précédemment, mais pour résumer très, très simplement, on prenait du gaz par voie terrestre depuis l'Est et on va prendre du gaz par voie maritime depuis l'Ouest. Bon, et ça, on doit le faire de manière extrêmement urgente, avec une explosion des coûts déjà mentionnée et un effet déstabilisant pour l'appareil de production européen dans son ensemble et l'appareil de production allemand en particulier. C'est-à-dire que la position de l'Allemagne, qui a consisté pendant 16 ans à trouver une équidistance entre j'exporte beaucoup vers la Chine, j'ai ma garantie de sécurité via l'OTAN et j'ai du gaz russe pas cher, en fait tout ça s'est transformé en très peu de temps. Ça me conduit peut-être, pour vous répondre, à citer, j'ai appris qu'il était démissionnaire, mais j'ai trouvé ça avant de venir, une phrase d'Herbert Diess, qui à mon avis est une manière peut-être de vous répondre. Donc c'est l'ancien, actuel PDG de Volkswagen, qui a fait 26 sites de production en Chine. Je cite: « Nous avons raison de défendre nos idéaux. Nous ne pouvons donc pas nous limiter à travailler ou à être économiquement actifs uniquement avec les démocraties qui répondent pleinement à nos valeurs. Cela représente un maximum de 10% de la population mondiale. » Et donc moi, ce que je préconiserais, c'est à la fois de bien comprendre ce qu'il faut défendre, et en particulier au fond un espace qui se rétrécit à l'OCDE, c'est-à-dire les règles respectées, suivies par tous, et être capable également d'aller au-delà de ces 10%. C'est-à-dire que si on a une vision étriquée à l'espace OCDE, eh bien le retour de la production que nous appelons de vos voeux sera très difficile à réaliser. Merci Thomas. Madame la Ministre, vous avez le mot de la fin. Je vous laisse la parole. Moi, franchement, je vous trouve un peu pessimiste. C'est-à-dire entraînant, c'est bien, pessimiste, c'est pas bien, parce que ça prive souvent d'action. Et puis, en entendant parler des mathématiques et de l'école républicaine, question qui m'est personnellement importante, je crois que j'en suis le produit, comme tant et tant ici. J'étais très mauvaise en mathématiques. Donc, je suis d'accord en partie, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'on a aussi quand même le record de médailles Fields. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas si mal. Vous allez dire que c'est l'élite, mais je crois que pour y arriver, il faut quand même que ça monte. Et puis, Thomas Gomard, je ne peux pas vous laisser dire non plus qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si les États-Unis n'avaient pas aidé l'Ukraine. Très franchement, c'est la France qui a introduit les résolutions aux Nations Unies, qui ont permis de condamner à une immense majorité l'agression russe, en la qualifiant d'agression. Et c'est l'Union européenne qui, en moins de 48 heures, a adopté un train de sanctions sans précédent. Il y en a eu 6 depuis. Donc on n'attend pas forcément les autres pour se défendre ou pour s'armer. Au-delà de ça, je crois qu'il faut nous aiguillonner, certainement, mais pas verser dans le pessimisme. Parce que beaucoup des choses que vous avez dites, le nucléaire,
les ingénieurs. On en a. Il ne faut pas dire qu'on est un pays qui est reparti 50 ans en arrière. Ce qui ne va pas, ce n'est pas tellement ça. Il y a de ça, mais ce n'est pas ça. C'est le trouble qui fait que nous n'avons pas, en ce moment, la capacité de croire suffisamment en nous-mêmes. Et c'est là que je n'aime pas le discours pessimiste, je ne vais pas dire décliniste, mais pessimiste, qui risque de nous entraîner plutôt dans une spirale négative que de faire qu'on se retrousse les manches et on se dit que chacun est concerné. Je reprends mon point, je crois que tout ça, c'est très bien. Il y a le niveau international, il y a le niveau européen, il y a les institutions, mais il y a aussi nous, chacun d'entre nous. Voilà, donc si vous voulez bien, on y va, parce que c'est nous qui avons la clé. C'est tout, c'est nous. Merci beaucoup à vous quatre et merci pour votre attention. Et voilà, je laisse la place à la table ronde suivante. À toi, Nicolas.